Jean-Jacques Karpf est un dessinateur et miniaturiste originaire de Colmar. Il est né ici en 1770. On a constaté très tôt un certain don pour le dessin. Il a reçu une première formation dans le dessin ici à Colmar. Mais l'essentiel de sa formation, il l'a fait à Paris, dans l'atelier du plus grand peintre de son temps, Jacques-Louis David. Et durant les années de la Révolution et de la Terreur. Karpf va jouer un rôle assez majeur pendant ces années de la Révolution et en fait jusqu'au consulat. Il est missionné à sauvegarder le patrimoine, donc il est nommé commissaire de la Révolution. C'est avec lui que cet ancien fonds du musée arrive à Colmar. Jean-Jacques Karpf n'est pas qu'un dessinateur. Pour le musée, c'est un personnage très important parce que c'est lui qui a permis de faire entrer le noyau des collections au musée Unterlinden. Au moment de la Révolution française, il y a une vague de destruction des œuvres d'art, c'est ce qu'on appelle le vandalisme. C'est la volonté de détruire toutes les œuvres qui rappellent l'Ancien Régime ou la monarchie. Alors Jean-Jacques Karpf a été missionné en 1794 par le directoire du district de Colmar, donc c'est l'instance administrative politique dans le département. On l'a missionné pour faire le récollement des œuvres qui se trouvent dans tous les édifices religieux du département. Et au départ, c'est dans un but financier, pour savoir la valeur des œuvres dans le but de les vendre. Et quand même, toute cette vague d'érudits locaux a mis l'accent sur le fait qu'il faudrait peut-être garder ces œuvres, et non pas les vendre, mais pour les conserver, puisque ça fait partie de la mémoire nationale. Alors, parmi les œuvres qui ont été sauvées, il y a bien sûr le retable d'Issenheim, qui est le chef-d'œuvre du musée Unterlinden. En fait, il a été mis à l'abri par l'RC, mais le retable, au départ, devait comporter un énorme couronnement sculpté au-dessus, qui a disparu. Et par quelques documents, on sait qu'il intervient sur les œuvres, il fait faire des restaurations et il s'occupe de la préservation et de la présentation des œuvres. C'est un peu le premier conservateur du musée. Et la société Schongauer, qui gère le musée, lui est reconnaissante de ça. Il le considère comme, avec Jean-Pierre Marker, comme le sauveur des œuvres qui font le noyau du musée, puisque en 1923, elle fait apposer une plaque en grès gravée dans la chapelle, où elle remercie les deux hommes d'avoir participé à la sauvegarde du fonds ancien et en particulier du retable d'Issenheim. Il va mettre en place à Colmar un enseignement artistique de qualité, inspiré par la formation qu'il a reçue lui-même chez David. Et enfin, il commence une activité, je dirais, privée de portraitiste, à la fois par le dessin et par la miniature. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le portrait se voit investi d'un nouveau rôle, dans la mesure où, avec la Révolution, c'est le portrait qui va refléter ce changement de statut des anciens sujets de la monarchie qui deviendront des citoyens de la Nouvelle République. Donc il y a une vraie demande pour le portrait. Il va donc réaliser des portraits de cette nouvelle élite locale, des portraits dessinés. Karpf est recommandé auprès de l'impératrice qui lui commande son portrait. Il le présentera au salon de 1808 à Paris. Et c'est un peu un tournant dans sa carrière, car Karpf s'installe en 1806 à Paris, essentiellement pour se rapprocher de son modèle au début du Premier Empire. Et ses œuvres lui ont valu les éloges de la part de la presse. Également les encouragements de son ancien maître, de David, qui lui dit à cette occasion-là, en 1808, je vous l'assure, on ne peut pas pousser plus loin l'art du dessin. C'est aussi à Versailles qu'il avait rencontré pendant la Révolution une poétesse élégiaque, Victoire Babois. Il ne va jamais rompre ses liens avec Victoire Babois durant son séjour à Colmar.
et il la retrouve à Versailles, tant et si bien qu'il va passer les 2 dernières années de sa vie à ses côtés. Ils ont un projet artistique en commun qui consiste à illustrer les vers élégiaques de Victoire Babois et de publier cet ouvrage, donc les vers illustrés par des dessins très subtils, très fins de Karpf. Les élégies de Victoire Babois illustrées par Karpf ont été publiées en 1828, un an après Karpf meurt à Versailles en 1829. Il est inhumé au Père-Lachaise et 10 ans plus tard, à sa mort, Victoire Babois sera enterrée à ses côtés, ce qui dit bien le lien indéfectible qui unissait ces deux artistes. Karpf a travaillé en grisaille, à l'encre de Chine, et chez lui, on constate que cette quête d'une forme idéale pour représenter ces modèles est toujours étroitement liée à une maîtrise absolue de ses moyens d'expression. Et c'est vraiment dans la miniature qu'il développe une technique toute particulière. Il crée des réseaux de lignes parallèles qu'on ne voit pas, presque pas à l'œil nu. Mais c'est grâce à ces lignes parallèles en gris clair ou gris plus sombre qu'il réussit à restituer les modelés des matières de tissu, des incarnations, des cheveux. Et il fait ça d'une façon absolument magistrale. Il s'agit d'un art, si on parle plus particulièrement de la miniature, qui est très peu présentée aujourd'hui, très peu connue aussi, mais qui est incroyablement touchant parce qu'elle permet de faire vivre les modèles qui sont décédés depuis longtemps. Et en même temps, on peut entrer dans ces petites œuvres et on peut découvrir point par point, touche par touche, la main de l'artiste. C'est vraiment une grande occasion de découvrir ces œuvres qui ne sont jamais présentées ou très rarement, qui sont toujours dans les réserves des musées, et de permettre de faire découvrir ces joyaux de l'art à un grand public.